m'entends? LCDG, podcast hors série. Ouais, là je crois que tu m'entends. Un hors-série qui s'appelle justement Ma Parole, un nouveau concept. On va recevoir des gens qui nous donneront leur parole. C'est des sujets super forts et super sensibles. Je serai juste en immersion avec mes invités et on discutera tranquillement sur le monde qui nous entoure et la trace qu'on veut laisser, qu'on souhaite laisser. Chaque passage plutôt est important. Ma parole. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. C'est parti. Déjà, comment ça va? Écoute, ça va bien. Très bien. Là, j'attendais ça. Malgré la pandémie qui nous ronge depuis 2 ans. Je sais pas si on est bientôt à la fin ou c'est le début d'autre chose. En tout cas, j'espère. Mais ouais. Je vais bien aussi. Je suis content de te rencontrer. Ça fait un moment qu'on doit se rencontrer. Et on le fait. Malik, ça va? Oui, tu peux parler. Non, on est ouvert, tu peux parler. Tu m'as introduit comme ça. Oui. T'es pas prévu? Non, il y a rien de prévu, mais c'est le jeu. C'est vrai que ça fait Malik Chaco quand même, un grand artiste. Parce que vous pensez que c'est improvisé. C'est improvisé. Ah. Mais dans le déroulé de ce qu'on va faire là, votre connexion est spéciale. Donc forcément, même si t'es pas censé être là. Ouais, c'est un peu dégoûté. Voilà. Si, c'est vrai, y a pas de hasard. Tu vois, ce que je disais, t'es là. C'est vrai, voilà. C'est tellement logique, cohérent. Ouais, mais il y a pas de hasard. Réfléchissez bien, hein, tu vois. T'es pas censé venir, mais tu es là. Voilà. Donc, tu es né en quelle année? Dis-moi. 1975, c'est mon année de naissance. D'accord. Paris, au pays. Je suis né là où le soleil se couche, pas loin du pont de Sèvres. Non, je plaisante. Mais c'est le cas. Ouais. C'est le cas. Je suis né à Saint-Cloud. Okay. Durant une période, ma mère en fait habitait à Boulogne avec mon père et donc je suis né à Saint-Cloud et j'ai été élevé par mes grands-parents au Bénin parce que je suis allé au Bénin à l'âge de 6 mois pour y rester jusqu'à 4 ans et demi. D'accord. Et durant cette période-là, ma mère en fait finissait ses études en France et justement dans l'année de ma naissance, c'était aussi l'année de séparation de mes parents. D'accord. Donc pour résumer, Saint-Cloud, Bénin, grands-parents et retour à quel âge t'as dit? 4 ans. Saint-Cloud encore? Non, j'ai vécu à Montrouge. D'accord. Est-ce que, après c'est assez loin, mais t'as des souvenirs de cette période-là, même si c'est extrêmement loin quand même? Non, je me rappelle pas du Bénin. Par contre, ce que je sais, c'est que je me suis toujours senti déraciné ou bien dans une autre mentalité que mes camarades qui, eux, ont été élevés en France. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir un autre regard sur le monde. Et forcément, ça doit être lié à mes premières années où j'ai été élevé par mes grands-parents, mes tantes. Ma mère avait une sœur jumelle. D'accord. Et pour moi, la sœur jumelle de ma mère, c'était ma mère parce qu'elle avait la même tête. C'est ce que j'avais demandé. Okay. Donc c'est vrai, quand ma mère est venue me chercher pour venir en France, il y avait quelque chose, il y a forcément eu une déchirure ou quelque chose de plus douloureux que ce dont je me souviens, tu vois. Mais ce que tu viens de décrire à l'instant, à quel moment tu as conscience de ça? À quel moment tu le ressens? Est-ce que quand t'es ado ou c'est un peu plus tardivement? Non, si jamais j'ai un souvenir, c'est effectivement j'ai eu plusieurs arrachements
dans mon histoire. D'accord. J'ai le souvenir qu'on m'a pris alors que j'étais bien au Bénin. Moi, je sais que j'étais bien là-bas. Et quand on m'a ramené en France, j'ai dit mais pourquoi on me fait ça? Ça, je m'en rappelle. D'ailleurs, je me rappelle qu'on me met dans l'avion et que pour moi, c'est douloureux parce que je perds les personnes qui m'ont élevé, et puis aussi ma fratrie, mes cousins, c'était mes frères. Oui. Donc je perds tout ça pour venir donc là où je vis, où j'ai une enfance entourée. Quand j'arrive en France, en fait, je suis en tête à tête avec ma mère, donc c'est pas le même type de vie, c'est pas le même type de relation. En France, il fait froid. Voilà, tu connais. Ça va être étonnant de laisser ta mère, donc la sœur jumelle, pour partir avec la même personne, mais ailleurs. Je pense que faut voir ça avec le psy, hein, tu vois. Mais, non, mais en fait, quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé ma mère. En fait. Oui. J'ai retrouvé ma mère, donc c'est ça le plus important. D'accord. Et maintenant, en allant maintenant sur ton adolescence et bon, le détachement que t'as avec le pays. Maintenant, t'es à Montrouge, tu m'as dit, c'est ça? Non, alors je sais pas ce que t'appelles maintenant. Maintenant, pour moi, c'est 2022. Ah, mais en gros, si tu me demandes quand j'arrive en France et que je suis à Montrouge, voilà, c'est ça. Je vis avec ma mère dans une chambre de bonne en attendant qu'elle ait l'emploi qu'elle attend de recevoir parce qu'elle était diplômée en génie civil. Et en attendant de trouver ce boulot-là, elle vivait de job d'étudiant, tu vois. Oui. Donc une fois qu'elle a trouvé son poste à Boulogne-Billancourt, elle est arrivée en tant que technicienne, responsable technique de plusieurs équipements. Donc en gros, c'est un peu chef électricien, tu vois. Et ça, je crois que c'est une des premières femmes. Je me demande si c'est peut-être pas la première femme noire africaine à avoir été ingénieure dans une comment on appelle ça, dans une collectivité territoriale, tu vois. D'accord. Et c'est quelle année ça? Ça doit être 80. Ah ouais. 79-80, tu vois. Ok. Et dans une commune vraiment de droite, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était très compliqué. Et donc de Montrouge, ensuite on est allé vivre à Bobigny avec une autre famille. Je fais un salut à la famille Capochichi qui nous a accueillis et là voilà, on a vécu à deux familles dans un appartement jusqu'à ce qu'eux ils trouvent un appartement et qui nous finalement permettent de vivre dans cet endroit-là à deux dans un 3 pièces, tu vois. Et on était 5 ou 6, tu vois. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait mon école primaire à Bobigny et puis mon entrée au collège à Bobigny et à la fin du premier trimestre j'étais heureux de rentrer chez moi au moment où je découvre que ma mère, mon oncle ont déjà impacté la maison et me disent qu'on va vivre à Boulogne. Donc je suis passé après donc du 9-3 au 9-2, donc du pont de Pierre au pont de Sèvres et donc en allant au pont de Sèvres, je trouve que la vie fait bien les choses. J'ai été accueilli le lendemain par deux enfants qui étaient en fait les enfants d'amis de ma mère qui habitaient au 4e étage de mon bâtiment. D'accord. Et qui étaient Zoxy. Oui. À l'époque, moi, mon frangin, je l'appelais Kiki. Ok. Et Zoxy et comment on dit, et son cousin Ego Size, Guégué. Et voilà. C'est par eux que, pour le coup, j'ai pu recréer une autre famille, mais plus une famille de sous. D'accord. Et qui a été un peu les débuts de mon entrée dans le rap. Donc voilà, on était des passionnés de hip-hop, notamment de l'émission HIP HOP.
C'est avec cette culture-là qu'on s'est rencontrés et en même temps avec la culture du pays. Voilà. Et quand est-ce que tu te rappelles de la date ou l'année à laquelle tu es rencontré? J'avais 12 ans et demi, puisque j'étais en 6e. C'est ça, c'est 12 ans ou 11 ans? Ouais, je crois que c'est 11 ou 12 ans. Bon, en tout cas. J'avais pas redoublé. Donc, a priori, voilà, donc, demander à elle qu'on va. T'es plus à la hauteur une fois que je monte sur scène. Comme un sauteur de HES qui refuse la compétition. Ouais, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est en marchant qu'on devient sage pour être de la roue, chaperon. Donc tourne pas en rond, bouge ta tête et ton pion, tu comprendras pourquoi elle m'appelle MC Champion. La 6e. Donc ouais, en 6e, j'ai commencé au collège République à Bobigny, puis à la fin de ce premier trimestre, en revenant de l'école, ma mère m'annonce qu'on déménage à Boulogne et je passe du Pont de Pierre au Pont de Sèvres. Et en arrivant au Pont de Sèvres, dans mon bâtiment 126 rue Castéja à l'époque, m'accueille Kiki et Guégué, à savoir Zoxy et celui qui s'appellera ensuite Ego Size. Et parce que nos parents se connaissaient, Azox et moi, lui, il a eu envie de m'accueillir à Boulogne. Et moi, j'ai découvert un autre monde, un monde où les bâtiments étaient plus hauts que ceux que je connaissais, et où les enfants, dans le collège où j'allais, allaient dans un endroit qui me faisait rêver, en tout cas qui était étonnant, que paraît que ça s'appelait Avoriaz. Et je n'ai pas su ce que c'était jusqu'à 2-3 ans après. Ouais. parce que j'étais vraiment décalé, j'avais pas la chance de connaître ce qu'on appelle les vacances d'hiver. Ah ouais. Et voilà, donc en fait, j'ai changé de réalité. La réalité, j'ai quitté la réalité du 9-3 pour connaître la réalité du 9-2. Deux choses complètement différentes. Là où j'étais un excellent élève dans le 9-3, j'étais un élève moyen dans le 9-2. Ah, d'accord. Donc j'ai vu qu'effectivement on n'a pas les mêmes systèmes éducatifs, il y a pas les mêmes moyens, et voilà, que j'avais pas, je venais pas de la même classe sociale que mes camarades de classe, non. Est-ce que ça a eu un impact, en tout cas avec le recul maintenant, est-ce que ça a eu un impact dans ton évolution, en fait, le voir ce petit décalage là? Ça a continué à faire que j'ai cultivé ma singularité. Ça veut dire que, quand je t'ai dit, déjà, quand je suis arrivé du Bénin en France, je pense que, en fait, t'es un Béninois en France. Même si t'es petit. En fait, parce que ta culture, ton essence, tes racines, elles sont pas là. Et après, même si tu t'acclimates et tu t'adaptes, en plus, quand tu changes encore d'environnement, tu dois t'adapter en permanence. Et je crois que l'adaptation, c'est devenu une de mes qualités, parce que la vie m'a obligé à pouvoir faire face aux différentes situations et faire preuve d'adaptation en permanence. Et de voir en fait d'un côté où peut-être au Bénin, il y a que des gens qui te ressemblent, et arriver où il y a une diversité au niveau de j'allais pas dire la santé mentale, mais comment tu dans mon collège, on était, je crois qu'on était 5 noirs. Tu vois? Dans le 9-3? Dans le 9-2. Dans le 9-2. Tu vois, là où justement, moi, dans le 9-3, mes camarades de classe, ils étaient noirs, blancs, arabes. Oui. Tu vois? Et donc, on était 5 noirs dans un collège de 500 élèves. Ah oui. Et parmi les 5, il y avait Danny Dan et moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, la rencontre avec Zox et Ego Size, c'est pas au même moment qu'avec celle de Dan. Non, mais par contre, c'est pas parce qu'on était dans le même collège qu'on se connaissait. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que ce qui était marrant, c'est que Dan était dans le même collège que moi. Oui. Vu qu'il était noir, je savais qui il était. Il a su qui j'étais. Oui. Mais en fait, on avait un pote commun qui était dans le même bâtiment, qui était Zox. Mais voilà, tu vois. Rien de plus, quoi, en fait. Et c'est, par contre, l'année où je suis arrivé à Boulogne, je suis allé en colo.
Et là, j'ai retrouvé Danny Dan. Qui D'accord. lui, en fait, en plus, est plus âgé que moi. Il doit avoir un an de plus que moi, donc il était dans une classe supérieure. D'accord. Et c'était drôle. Tu vois. Ok. Et à quel moment, donc, tu m'as dit, il y avait le HIP, le HOP, etc. Ouais. Mais du voilà. HIP, HOP qui nous a marqué. Et toi, tu commences par quel art dans cette culture-là? En revenant de cette colonie, où je voyais effectivement des gars comme Danny écouter des cassettes, notamment une cassette qui tournait pas mal à cette époque-là, c'est une cassette de Radio Nova où il y avait les Criminal Posse. Check it out, y'all. Criminal Posse. Check it out, y'all. Criminal Posse. Et il y avait des gars qui faisaient du beatbox sur cette cassette-là. Mhm. Et moi, j'aimais beaucoup le beatbox. J'aimais Fat Joe, j'aimais Doogie Fresh. Mais je savais pas vraiment leur nom. J'ai dit Fat Joe, je vais dire les Fat Boys. D'accord. C'était les Fat Boys. Et donc, quand je reviens de cette colo, je vais voir Zox. Je fais, hey Kiki, tu sais ce que c'est le beatbox? Et il me fait, non. Donc il me fait, bah vas-y, montre-moi. Donc je fais une démonstration de beatbox qui n'était pas excellente. Mhm. Puis lui, après, beatbox. Il fait ça très bien. Ah. Et après, je lui dis, tu sais ce que c'est le rap? Il me dit non. Donc à chaque fois. Et après, ok. il me dit, bah viens chez moi. Et donc il me fait écouter des scuds, des instrus, des phases B. Et moi, je savais pas ce que c'était. Il me dit, bah vas-y, rap. Et donc, par défi, comme j'avais déjà vu les gars rapper, je savais qu'il fallait improviser des mots, des trucs, machin. Donc je tente. Et donc je rate. D'accord. Mais lui, il savait ce que c'était. Et donc, il improvise et il réussit. Et il est bon. Donc, bah, je rentre chez moi. Et qu'est-ce que je fais? Tu t'y mets. Eh ben, je m'y mets. Quelle année ça? C'est 87. Donc là, j'ai 12 ans. Si c'est peut-être 86, en fait. Mm. Tu vois, moi, je suis pas bon pour les dates. Ouais. Je suis pas un nostalgique, donc c'est compliqué. mais voilà. À ce moment-là, voilà. J'ai 12 ans ou j'ai 11 ans. Zoxy, il en a 12. Ou le contraire, j'ai 12 ans, il en a 13. Mais est-ce que c'est à cause de lui que tu t'y mets? Est-ce que sans lui, tu t'y serais mis? Bah, tu vu penses que tous mes copains de Bobigny, ils breakaient tous, et ils allaient à Saint-Denis pour l'émission d'HIP HOP. Il y en avait qui revenaient en disant ouais, on est allé dans l'émission de Sydney et tout, on était dans le public et tu vois. Ouais. Donc voilà, moi je sais qu'en fait l'entourage des copains que j'avais était dans le hip-hop, mais plutôt dans la danse. Donc j'y serais allé. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, j'aurais été dedans. La question c'est est-ce que j'aurais été danseur? Est-ce que j'aurais été rappeur? Ça je sais pas, mais ce que je sais c'est que tu réécris pas l'histoire. Ouais. Et il se trouve que si je fais du rap aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette rencontre avec Zox. Il y a eu cette rencontre aussi dans cette colonie-là avec tous ces gamins qui écoutaient Radio Nova. D'accord. Et c'est Zox qui me dit, mais attends, si tu aimes vraiment ça le rap, écoute Radio Nova le dimanche soir. Et donc, j'écoutais l'émission de Dina Style. Ouais. Et donc, comme beaucoup de gamins, moi j'avais un poste rouge. Je cherchais les ondes, j'avais ma cassette qui était bien chargée. Même je prenais la cassette de mes parents, je mettais des bouts de scotch sur et j'enregistrais sur la musique de mes parents et de ma mère, et donc forcément je me faisais engueuler. Je crois que c'est ce qu'on faisait, aussi. Voilà. Okay. Et donc oui, donc quelque part je crois que tu sais la vie elle est toujours très bien faite, le hasard n'existe pas, mais par contre la vie te met les gens dont tu as besoin sur ton chemin. Maintenant, dans ton évolution, collège, lycée, est-ce que tu penses au pays? Est-ce que tu as envie d'aller au pays? Est-ce que tu y retournes? Non, je crois que je fais partie de ces enfants qui ont des parents qui, je pense, sont trop crus au rêve français. Et quelque part, je pense que ma mère, de par son histoire avec mon père, ouais.
la violence de leur relation, et puis ce qu'elle a vécu en tant que femme africaine à qui on interdisait de pouvoir faire des études, ou bien en tant que femme africaine qui subissait, tu vois, le patriarcat et en même temps en plus la mentalité coloniale. Ouais. Je crois que ça l'a dégoûtée du pays, et malgré elle, il y a quelque chose qu'elle m'avait transmis de mise à distance avec le pays, même si à la maison on parlait fond, que on cuisinait. Enfin voilà, j'ai toujours été quand même baigné dans ma culture, mais par contre il y avait comme une espèce d'interdiction de retourner au Bénin. Le fond, c'est le dialecte du pays? C'est le dialecte de cette zone de Ouida, qui est dans la région du Bénin. Mais par exemple, à Ouida, ma mère, elle parle deux langues. Elle parle le fond et le mina, par exemple. Ma grand-mère, elle était Yoruba, tu vois. Donc, tu sais ça aussi, quoi, tu vois, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, dans même les pays d'Afrique tout court, en gros, à cause des découpages coloniaux, bah tu te retrouvais finalement à mélanger des ethnies qui à la base se fréquentaient, mais plus à travers le commerce, mais qui n'étaient pas un état commun, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, j'ai bien la culture du pays, mais par contre non, j'avais pas non plus cette nostalgie de retourner au pays, puisque c'était quelque chose qu'on bannissait chez moi, quoi. Comme tu dis, une de tes principales qualités, c'est l'adaptation. Donc là, ça y est, t'es bien là où tu es bien, d'après ce que je comprends. Maintenant, non, moi quand j'étais à Boulogne, non, la vérité, j'étais pas bien. Ah. Non, j'étais pas bien. À Boulogne, franchement, moi j'ai toujours une mentalité. Tu vois, regarde, quand je te dis déjà à Bobigny, moi j'ai une mentalité de jeune africain, d'enfant africain. C'est pas pareil qu'un enfant qui pousse dans le béton. Tu vois, c'est pas, ça dépend vraiment de ton ancrage familial. Ensuite, de deux, quand tu viens en plus du 9-3 et que tu te retrouves dans le 9-2, c'est encore une autre mentalité, hein. Ouais. Non, moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans le 9-2. J'étais pas bien dans le 9-2, j'avais pas beaucoup de copains qui me ressemblaient, tu vois, l'espèce de petite solidarité que t'as en primaire et au collège, quand tu vois, on met tous de l'argent pour s'acheter un goûter commun et tout ça. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vécu ça dans le 9-2. Ah non, il y a moi, je dis qu'il y a des vibes différentes dans certains départements. Tu vis pas le même truc de la même façon. D'accord. Vraiment, moi je dis que réellement aujourd'hui j'ai plus une mentalité 9-3, même si j'habite Paris, tu vois, qu'une mentalité 9-2. La vérité, le 9-2 c'est pour moi c'est il y a une espèce de rapport de classe où les gens ils sont déjà dans le business, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ils sont on est vraiment, tu sais, on est dans la culture de droite, dans la mentalité générale, je crois. Et donc tu le ressens même en tant qu'adolescent, ou même plus. Tu peux pas l'identifier, mais quand t'es passé par les endroits par lesquels je suis passé, j'ai ressenti que à Boulogne, il y avait pas la même notion de partage que j'avais quand j'étais à Bobigny. Ça, je le sais. Ça, pour moi, c'était un choc. Et comment chacun est un peu dans son coin, comment à l'époque on appelait ça des tribus, tu vois, comment chaque tribu était entre elles. Et voilà, c'était pas si simple. Comment tu crées ta tribu, ou tu fais partie d'une tribu? Non, moi j'ai toujours été un électron libre. Par contre, j'ai toujours eu des potes dans plein de tribus différentes. Donc quand j'étais à Boulogne, j'avais effectivement des potes voilà, qui étaient bourgeois. J'avais des potes au Pont de Sèvres qui étaient populaires. J'avais des potes prolos, voilà. Mais souvent, ces potes-là, c'était des fils uniques de mères célibataires. Tu vois. D'accord. Voilà. Donc vos points communs. C'était point commun, et puis la musique, hein. Honnêtement, mine de rien, n'empêche que quand même mon adolescence, quand j'étais pas au collège, je la passais avec Zox et Ego Size en partie. Ego Size, lui, je crois qu'il s'est très vite fait recruter en sport-études, en football,
Et lui, il a dû déménager à Reims. Et puis, entre-temps, avant même de le rencontrer, vraiment de faire un groupe avec lui, il a dû s'écouler peut-être 2-3 ans avant qu'on dise, ouais, on fait un groupe ensemble. Mais moi, je rappais avec, je me rappelle, j'avais un pote dans le collège qui s'appelle, j'ai son nom en tête, Gomis, qui faisait du piano. Ouais. J'avais un autre pote qui s'appelait Raphaël Elaïc, qui lui avait des platines chez lui. Et donc ensemble on dit on fait un groupe de rap, quoi, tu vois. Pareil, je me rappelle d'un poteau, Sébastien Berned, qui était à fond dans les saps et donc dans le hip-hop aussi. Qui avait des cassettes aussi, qui avait de l'argent pour acheter des cassettes le week-end. Bah, je connaissais pas ça, tu vois. Comment tu te fournissais, toi? Tu prenais que les cassettes des parents? J'ai eu de la chance. En fait, j'avais Nova. Après, j'ai eu très vite, je crois que c'est en 90, j'ai eu accès à MTV. J'ai eu le câble. J'ai eu le câble à Boulogne-Billancourt. Ça, c'était bien pour le coup. Ah, nous aussi, on a eu ça. Et donc, ça fait que je regardais... Ça change. Je regardais MTV Rap, MTV Rap tous les après-midi. Donc, je me demande même si c'était pas 88, 89. Avant, ouais. Et puis, il y avait Zox et Mélophilo qui étaient au 4e étage. Donc, je descendais. Eux, ils avaient plein de scuds parce qu'ils avaient un pote DJ. C'était Oltenzano, DJ le Tennessee à l'époque. Et lui, il leur prêtait des vinyles tout le temps. Et donc, moi, je descendais mes cassettes, vierges. Et je disais, vas-y, les frères, vous m'enregistrez des instrus. Et après, il se trouve que Oltenzano, le Tennessee, il était dans mon collège. Parce que lui, moi, quand j'étais en 6e, 5e, lui, il était en 4e, 3e. Ouais. Et donc, lui, carrément, je me rappelle de 2-3 fois, il m'a dit, tu viens chez moi, et il m'a fait un sac de vinyles, genre 10, 15 vinyles. Oui. Il me les a prêtés pour que je les enregistre, que je les copie. Et je lui ai ramené ça, quoi, tu vois. Tu vois, et donc, entre lui, Zox, plus MTV, je pense que j'étais à l'heure en hip-hop. Plus Dynastyle aussi. Oui, oui. Et donc, t'as l'occasion d'écouter donc Nova. Ouais. 101.5. Voilà. T'entends les Lionel gars. D. Voilà, Lionel et tous ces mecs qui viennent à la radio. Et est-ce que en fait, tu rappes un peu avant, mais quel effet ça te fait, toi, d'entendre ces gars rapper en français? J'ai kiffé. Moi, je me rappelle de M. Weedy. Je suis 100% étalon noir. Je rappe pour mon peuple et changer l'histoire. Réveillez-vous, frère. Il n'est pas trop tard. Ces cons agissent en criant victoire. Mais rien que ça, tu vois. Tu vois l'âge que j'ai. Je me rappelle de ce texte-là. Non, M. Weedy était trop fort. J'aimais beaucoup Poupa Leslie. Poupa Leslie, c'était à chaque jour que moi je vis. Je DJ le jour et je DJ la nuit. J'aime pas les flics, j'aime pas les ennuis. Dans cette société, tout est pourri. Je suis Poupa, maître de cérémonie et j'ai la haine. Écoute bien ce que je dis. J'ai visité tout Paris. Ouf, je m'arrête plus. Mais, tu vois, lui, par exemple, je crois que mon flow, il y a un truc de Poupa Leslie. C'est-à-dire que la manière de freiner, la manière de groover, Poupa Leslie, c'était un chanteur de reggae. Mais il rappait. Et il toastait, et lui était très très puissant. Puis il y en a eu d'autres. Il y a eu les New Generation MCs qui étaient beaucoup plus influencés par les Ultramagnetic MCs. Il y avait les Little. Oui. Vraiment, pour le coup, ils étaient à fond dans le rap carry, tout ça s'entendait. Assassin, j'aimais beaucoup Rocking Squad et Solo. NTM, à ce moment-là, je trouvais pas ça fort. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'écoutais Radio Nova et que je regardais après UMTV Rap, je me disais, je crois qu'en France, ils savent pas vraiment faire. En fait, je comparais, tu vois, donc je voyais le décalage qu'il y avait entre le rap américain et le rap français. Mais sans ce rap français-là, de Radio Nova, et Lionel D aussi était fort en impro, tout ça, en fait, tu sais, c'est des gens qui m'ont fait comprendre que c'était possible. Qu'on pouvait
qu'on pouvait faire comme les Américains, mais dans notre propre langue. Et ça, c'était bien. Ouais. Ça, c'était un truc qui nous a vraiment ouvert beaucoup de possibilités à tous. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour mes grands. D'accord. À ce moment-là, est-ce que tu entends les prémices du ministère ou le ministère Hammer? Ouais, j'entends les prémices du ministère et du ministère Hammer, mais Ça te parle ou ça te parle mais en pas? fait, t'as vu, tu vois, quand à 17h30, t'écoutes Das FX ou t'écoutes Soul of Mischief, bah, quand t'entends le ministère Hammer après, j'ai trouvé ça cool. Mais il y avait un truc en moi à l'époque qui me disait, tu vois, j'aimais grave l'énergie du groupe et comment, tu vois, il y avait un côté un peu dur, mais je trouvais qu'ils rappaient pas bien. C'était mon sentiment, Ouais. tu vois. Donc t'avais la double écoute qu'on avait aussi à Sarcelles, c'est-à-dire donc Radio Nova et UMTV Rap, et les clips qui vont avec. Et les clips qui vont avec. C'était pas le même monde. Donc tu t'es senti en termes de feeling, en termes de flow, même si t'avais tes grands qui ont influé peut-être sur ton flow, plus proche des ricains. Est-ce que tu as cherché à te rapprocher de ce style-là avec un groupe français ou comment ça s'est passé? Je crois que, alors déjà, moi, je me rappelle que au départ, quand j'ai commencé à rapper, je galérais à me mettre dans le time. Et donc, le frère qui me lâchait pas sur le time, c'était Zox. T'es dans les temps! Et ce qui est marrant, c'est que moi, en tant que professeur de rap et tout, une des phrases que je vais dire le plus, c'est dans le temps! Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, le tempo à fond, il y a le tempo. Et après, le groove, comme j'étais à un endroit où chacun, en fait, cultivait sa différence, c'est-à-dire que moi, quand j'ai écouté la première cassette des SPR, des Soul Pop Rock, avant de devenir les Sages Poètes de la rue, bah, je voyais bien que Zox, il rappait pas comme Melophilo, qu'il rappait pas comme Danny Dan, tu vois. Autre personnage très influent des Sages Poètes que j'ai beaucoup aimé et beaucoup écouté, c'était Obi-Wan, qui beatboxait. J'étais fan de beatbox, donc j'écoutais beaucoup Obi-Wan aussi. Et forcément, quand t'as toutes ces influences-là, et pareil, quand tu regardes cette télévision, tu vois que Public Enemy, ça ressemble pas à Leader of the School, ou bien A Tribe Called Quest, ou bien KRS-One, ou bien Rakim. En fait, t'as compris qu'il faut que tu trouves ton propre chemin. Et moi, quand j'ai commencé à rapper, je voulais créer 1001 flow, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je voulais être genre Mr. Flow, quoi, tu vois. C'était un peu ça, tu vois. Et moi, je me rappelle aussi de quelques moments où on allait répéter dans une salle qui s'appelle le Badge, qui était Boulogne-Billancourt Animation Jeunesse, tu vois. Et il y a une fois, il y a Dany qui vient me voir, qui me fait, ouais, Conto, t'as regardé MTV aujourd'hui? Je fais, ouais, mais il y a un groupe qui rappe comme toi et tout, je crois que ça s'appelle Trends of Culture. Et il faisait un truc qui s'appelait Off and On, le morceau, c'est Off and On Style. Et moi, je rappais comme ça chaque fois, et puis je faisais plein d'arrêts comme ça, et donc ça s'appelait ça le Off and On Style. Puis Dan, il me fait ça un jour, il me fait, mais si, j'ai entendu des gars rapper comme toi. Et c'était marrant, c'est parce que c'était pas moi qui rappais comme eux. Ah, d'accord. Et en fait, et forcément, ce qui était drôle, c'était juste que, comme on savait pas comment fallait faire et tout, des fois t'inventes des trucs, et puis ce qui est marrant, c'est que je voyais que j'avais déjà un goût pour ça, quoi, tu vois. À chaque fois, et moi j'étais sensible à tout ce qui était un peu qui sortait de l'ordinaire en termes de phrasé, tu vois. Pour ça que par exemple, peu de gens savent que moi je suis très influencé par les Hieroglyphics. Les Hieroglyphics, c'est un groupe qui a vu Del da Funky Homo Sapiens, où j'aimais beaucoup ce rappeur-là. Dans les Hieroglyphics, il y avait aussi très afro-centré. Ouais, Soul of Mischief. Soul of Mischief faisait partie de cette clique-là. Beaucoup de références à l'Égypte, si ma mémoire est bonne, ou il y en a eu d'autres qui étaient plus centrés qui étaient plus afro-centrés, mais non, les Hieroglyphics, c'est plutôt c'est les rappeurs californiens influencés par New York. Ah, d'accord. C'est marrant, mais voilà, tu vois, ça c'était ma cam, et après il y a eu plutôt Das FX Onyx. Ouais. Et en fait, par exemple, pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à aimer Nas et Mobb Deep. J'aimais pas Nas parce que je le trouvais plat. Et en fait, il a fallu que
en fait, que je sois plus grand, que je sois plutôt au lycée, et que j'ai commencé à écouter de la musique pour faire mes devoirs. Là, j'écoutais du jazz, et j'ai écouté du rap tranquille. Et là, quand j'ai commencé à écouter C'est quoi du rap tranquille? Illmatic, par exemple, c'était des choses où ça criait pas. Et moi, j'aimais quand ça criait. Et c'est pour ça que j'aimais Onyx. Ouais. Et voilà, parce que j'aimais quand, tu vois, j'ai toujours aimé Redman, j'ai toujours aimé EPMD, etc. Mais voilà, Nas, j'ai mis du temps à apprécier. Et puis, c'est en faisant mes devoirs, un jour, je sais pas, j'ai compris quelque chose. Et ce qui est marrant, c'est pourtant, tu vois, j'adorais Rakim. Ouais. Mais c'est marrant, je crois que j'aimais Eric B. and Rakim. Pas forcément pour le rap de Rakim, mais parce que j'aimais beaucoup les scratchs aussi. Ouais. Et donc, tu vois, j'apprenais les routines de scratch par cœur, mais vocalement, en fait. Tu vois, c'était marrant, tu vois, donc plein de trucs comme ça. Et quand par contre, je suis commencé à rentrer dans ce goût-là, de ce rap-là, de New York, par exemple, Gangstar, Nas, Mobb Deep, là je sais pas, il y a quelque chose en moi qui a bougé, quoi. Et en parallèle, donc, tous les groupes dont tu viens de citer, tu parles d'énergie, donc il y a beaucoup d'énergie. On dit que des fois on va même parler d'agressivité même. Ouais. Mais en tant qu'ado, pré-homme, on va dire, tu grandis. Comment tu es? Est-ce que tu ressembles au groupe que tu écoutes? Est-ce que moi j'ai une adolescence. Alors j'ai jamais été un gamin qui fait beaucoup de bêtises, tu vois. Mais par contre, j'étais un gamin jovial et énervé. Ouais. Tu vois. Et en fait, j'ai dû apprendre à me canaliser quand j'ai eu 18-19 ans et quand je suis passé de coup d'état phonique à la clica. Parce que pour le coup, cette énergie-là, c'était une énergie d'adolescent. Mm-hmm. Et en fait, dans la clica, Daddy Lortzi, il avait déjà 6-8 ans de plus que nous. Et donc forcément, il avait, lui, une autre vibration, tu vois. Mm-hmm. Donc forcément, il y avait quelque chose qui s'est plus assagi, posé... Écoute, d'état phonique, ça ressemblait quoi? On va dire que ça ressemblait plus à l'énergie de Onyx, c'est ça? Ouais, sur scène, ouais. En plus, à fond. Et ton passage à la clica ressemble... Alors déjà, je suis pas passé à la clica. Nous, on avait un crew, c'était Coup d'état phonique. Dans Coup d'état phonique, en fait, on a commencé à créer ce groupe-là. Je pense que je devais avoir 16 ans. Mm-hmm. Et le nom, c'est Zox. Qui l'a trouvé, en fait. Donc son cousin Ego Size et moi, on rappait ensemble, et il dit mais pourquoi vous rappez, pourquoi vous faites pas un groupe? On dit ouais. Il dit je vois trop un nom pour vous, c'est Coup d'état phonique. Et il fait putain ça sonne et tout, vas-y on est là-dedans. Et il nous fait, en fait on bossait avec un DJ Sound qui était de Puteaux. Donc dans le 9-2 et il nous dit moi je suis au foot avec un gars qui fait des prods et tout et donc Zox il nous met en contact avec Lumumba, donc Patrice Makonda, et là en fait la vibe elle colle plus à notre délire, donc c'est Ego Size qui d'abord le rencontre parce que lui aussi il fait du foot. D'accord. Et donc à ce moment-là, on se dit que le son de Lumumba nous marche mieux avec nous, tu vois. Et donc notre clique c'est Ego Size, Lumumba, moi, plus tard Raphaël. Mm-hmm. Et puis autour de nous au lycée, parce que là on arrive au lycée. Au lycée, il y a d'autres potes qui rappent. Il y a Ali qui avait un groupe qui s'appelait Poète Musulman, PM. Et puis il y a des potes de Ego Size qui sont pas loin de chez nous, en tout cas pas loin de chez Lumumba, à savoir Jeep 12 et Vasquez, Les du 9. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que Les du 9, plus tard, il bosse avec Coltenzano. D'accord. Et nous, on cherchait des danseurs, et comme Ego Size, il bougeait beaucoup en soirée, en club, il rencontre un danseur qui s'appelle CD Say, et un de ses potes qui danse aussi, qui s'appelle Booba.
Et donc Booba, il rejoint notre clique. Donc à la base, Coup d'État phonique, c'est tout ça. Tous ces mecs-là. Ah, d'accord. Et nous, à un moment, en fait, pour se faire connaître, on fait la tournée des radios. Et le truc, c'est que pourquoi on décide de se faire connaître et pourquoi finalement on n'était pas dans le sillage des Sages-Peaux à ce moment-là, parce qu'une fois on fait une radio et on oublie de dédicacer nos grands. Donc en fait, il nous pose une question du genre qui est-ce qui vous a appris à rapper comme ça? Et je pense qu'en tant qu'adolescent orgueilleux, on dit pas que c'est notre grand frère Zox. Et lui, eh ben, le lendemain, il nous prend à part et il nous dit, écoutez les mecs, j'ai écouté l'émission de radio hier, c'est pas correct, donc, puisque vous faites les choses par vous-même, eh ben, vous allez maintenant faire par vous-même. Et lui, à ce moment-là, je trouve qu'il a l'attitude la plus sage qui soit. Quand t'es un grand, pour tes petits, c'est que t'apprends à tes petits à être autonomes. Ouais. Et nous, c'est comme ça qu'on s'est mis à fréquenter d'autres rappeurs, à faire une clique, d'accord, à faire d'autres tournées de radio. Et en faisant d'autres tournées de radio, il y a une radio où Coup d'État phonique, mais pas dans sa grande forme, juste Ego Size, Raphaël, moi. On rencontre Daddy Lorty, qui lui est accompagné de Chimiste et Brian, J. Erwin. Et autour du mic, derrière, sur cette émission de radio-là, ça blague pas. C'est-à-dire que quand on écoute Daddy Lorty, Ego Size et moi, on se regarde, on fait, il écoute Funky Dubious, lui. Ah, vous voyez les références. Bah oui, parce que nous, on était élevés à l'école américaine. Donc, on voyait d'où tu venais. Si moi, je t'entends rapper, je connais ta généalogie, tu vois ce que je veux dire. Et pour lui, c'était pareil. Nous, dans notre style vestimentaire et dans notre flow, il avait compris que nous, on était école plutôt Onyx, Das FX. Et donc, on se parle. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas les références de rap français habituelles. D'accord. Tu vois, moi, je suis pas un enfant, pour le coup, de Ministère Hammer. Oui. Et pourtant, tu vois, je veux te dire, et pourtant, mine de rien, ils ont forcément compté dans mon histoire. Oui, Ministère Hammer, NTM, tous les gens qu'on a cités tout à l'heure, tu vois. Mais c'est pas ça qui m'a nourri, c'est pas ça qui m'a... Pour moi, le rap, c'était pas ça. C'était... D'accord. Je me disais, ouais, les Français, ok, ils font du rap, c'est bien. Et donc, grâce à eux, je sais que je peux rapper en français, mais c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on fait. Vu ce que je vois tous les jours, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, on s'est reconnus, tu vois. Et genre, une semaine après, Ego Size, il faisait la rencontre de Jelaï, le DJ, qui lui présente ensuite Roca. Et donc, tu vois bien que Coup d'État phonique, ça doit être 8 personnes. Et ce qui s'appelle la Clica, c'était 4 personnes. Et donc, en fait, réellement, nous, on devait sortir d'abord un maxi, puis un album Coup d'État phonique. Et donc, on a décidé de faire la tournée ensemble pour se donner de la force. Et comme Daddy Lorty, il avait un maxi qui s'appelait Daddy Lorty et la Clica, bah, quand on faisait nos passages radio, les gens, eh ben, ils croyaient que la Clica, c'était nous. D'accord. Et donc, finalement, bah, ils ont dit, ouais, c'est que le groupe derrière. Ils ont dit, ouais, c'est la Clica. Et donc, on a dit, bah, vas-y, la Clica, c'est un collectif comme Wu-Tang. Ouais. Voilà, donc nous, on voulait être Coup d'État phonique de la Clica, quelque part, tu vois. Mais à la base, la Clica, c'est pas moi qui suis rentré dans la Clica, je pourrais presque dire, c'est eux qui sont venus. C'est eux qui sont rentrés dans Coup d'État phonique, en fait, à la base. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Mais voilà, c'est ça après, l'histoire. quand on entend, effectivement, qu'on suit pour durer, Ouais. je me trompe pas, on entend ces entités-là. Ouais. Coup d'État phonique, C'est ça. voilà, on entend l'énergie aussi, que ce soit toi, Raphaël, Booba, Ego Size. Ego Size aussi, oui. On vous entend, et on sent une différence même, en fait. Et comme tu disais, oui, après, généalogie, les écoles, mais après, en tant qu'auditeur, moi, je fais pas de rap, franchement, je me dis, je sais pas comment ils se sont formés, eux, mais ils se sont bien trouvés. Ouais. Et il y a des gens qui sont posés, il y a un gars qui rappe en espagnol, je crois, et tout. Je dis, ah non, ça compte, ah ok. Je dis, mais c'est grave. Et l'autre, il est cool. Les autres sont très, très énergiques, mais je dis, ok. Et toujours en parallèle de ça, parce que ça devient, pour moi en tout cas, carrément un art à part entière.
en parallèle, toi, ta fameuse singularité du début ou du début, entre guillemets, comment tu la vis au sein de cette tribu-là? Bah, au départ, c'était cool et puis c'est devenu relou. Non, mais soyons clairs, moi, du fait de mes expériences, je crois que j'avais une espèce de sagesse africaine, tu vois. Et puis, comment te dire, une façon de regarder le monde qui était pas celle des Parisiens. Alors, tu vois, j'avais déjà pas la même façon de regarder le monde en tant qu'Africain à Bobigny, pas la même façon de regarder le monde en tant que gars du 9-3 dans le 9-2, et encore moins la même façon de regarder le monde en tant que gars du 9-2 dans le 7-5. Et moi, en gros, tant qu'il y avait Coup d'État phonique, j'étais dans le fun. Le rap, pour moi, c'était de l'amusement, c'était un vrai kiff, parce que j'étais avec mon pote d'enfance. Et quand Ego Size part de la Clica, c'est sur un coup de tête, parce que on a un problème logistique, on doit aller au festival de Montreux, et on peut pas emmener tout le monde. Et lui, il avait monté une autre clique en parallèle, à savoir Cercle Vicieux. Et donc, il y a un moment, il y a un problème dans ce problème logistique. Sa colère fait que il me prend un parti pour dire bon bah là on quitte le groupe. Et là je lui dis bah non, ça peut pas se passer comme ça, pas sans concertation, pas sans m'avoir moi-même préparé à ça, tu vois. Donc Raphaël et moi, on décide de lui dire écoute non, c'est pas sérieux. Si tu veux pas venir aujourd'hui, viens pas, mais ok, tu vois, là, il va falloir que t'assumes. Et en fait, à partir de là, il vraiment, lui, pour le coup, il avait aussi un souci avec l'équipe à ce moment-là. Et puis, il dit, bah non, moi, je reste avec mes gars. Et comme c'était, je veux dire, sa nouvelle famille, et ben, il voulait se consacrer à sa nouvelle famille. Et moi, je me retrouve finalement à devoir perdre la moitié de mon groupe, en fait. Donc, tu vois, perdre mon groupe, en fait. C'est même pas la moitié, j'ai perdu mon groupe. Donc, bah, je dis, ok, Doc Oddnock va mourir, parce que c'était comme ça. Moi, je m'appelle Kondo, à l'envers, ça fait Oddnock. Et donc, Oddnock meurt. Et moi, je me rappelle d'Obi-Wan qui me disait, mais pourquoi tu rappes pas avec ton prénom? Kondo, ça déchire. Et quand Coup d'État phonique s'arrête, je fais, ok. Maintenant, je vais être Kondo. Et donc, ça implique une autre énergie, parce que ça veut dire qui j'ai envie d'être en tant que rappeur. Et là, je dois avoir 19 ans. Et est-ce que le fait que tu es en train d'entrevoir qui t'as envie d'être en tant que rappeur, est-ce que en parallèle, ça définit qui t'as envie d'être en tant qu'homme? Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que puisque je me décide de rassembler, d'arrêter d'être un personnage en tant que rappeur, je décide d'être donc un homme. Donc, en fait, c'est marrant parce que en Afrique, on a souvent ce passage-là sur rite initiatique où, par exemple, dans l'histoire de mon prénom, eh ben, le prince Kondo devient ensuite le roi de Béhanzin. Et donc, c'est marrant, en fait. Tu vois, il y a un moment, t'arrêtes d'être un adolescent, donc Doc Oddnock devient Kondo. Et donc, forcément, ça devient, ce que j'écris est plus en phase avec ce que je pense, avec ce que je vis, comment je regarde le monde. Et je suis quand même un peu désabusé à ce moment-là. Donc, j'ai une autre forme d'écriture. Et là, pareil, toutes mes influences de toutes ces années, de ces 10 ans d'avant, parce que je rappe depuis que j'ai 12 ans. Finalement, c'est pas 10 ans, c'est 8 ans. À 19 ans, tu vois ce que je veux dire? Bah là, je dis, bah attends, moi... Enfin, même il y a un truc que je comprends, c'est que le rap, c'est le nouveau jazz. Et moi, j'écoutais du jazz parce que à Boulogne, on avait une des plus grosses médiathèques de France qui prêtait des vinyles. Donc, et que j'avais déjà un sampler à 16 ans. Ah, ok. Tu vois? Donc, on était, par exemple, Coup d'État phonique. Moi, j'étais beatmaker. Lumumba était beatmaker. Ego Size était beatmaker. Tu vois? Et donc, forcément, nous, on allait emprunter des scuds à la bibliothèque. Et encore une fois, si on avait pourquoi on savait qu'à la bibliothèque de Boulogne, à la médiathèque de Boulogne, avec ces scuds-là? C'est parce que Zox nous l'avait dit. Tu comprends? Encore Zox. Non, franchement, enlève Zox de l'équation du rap boulonnais, t'as plus de rap boulonnais.
Tu vois, t'as plus le rap du 9-2. T'as tout un pan de l'histoire du rap qui s'en va. Ok. Il n'existe même pas, finalement. Bah oui. D'accord. Et à ce moment-là, moi, je comprends, je me dis, non, mais attends, là, on est en train de... Je sais pas, j'ai une réflexion de fond qui me dit, là, on est en train de bâtir un nouveau truc. Et moi, j'ai envie de prendre une place importante là-dedans. Et donc, je développe mon identité. Mais j'étais déjà singulier. Simplement, là, j'avais plus envie d'être gaulerie, d'être dans... à sauter dans tous les sens. Mon frangin, il était parti. Aujourd'hui, j'avais juste envie de casser des gueules au mic. C'est pour dire les choses un peu bêtement. Ouais. Et après, j'ai eu envie d'écrire des choses responsables, intelligentes. Et ça, par contre, à un moment, au sein même de la Clica, je répète, tout ça, là, tu vois, coup d'état phonique, c'est de 12 ans à 17, 18 ans. Ouais. La Clica, c'est 18 ans à 24 ans. Donc, j'ai déjà plus de carrière avec coup d'état phonique qu'avec la Clica. Ouais. Et la Clica, ces années-là, par contre, elles sont marquantes parce qu'on change la face du rap français. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est né, que j'avais jamais découvert avant la Clica, c'est-à-dire la rivalité entre personnes de la même équipe. Ouais. Je connaissais pas. Et moi, je le vivais pas comme ça, mais je sentais que dans le groupe, d'autres le vivaient comme ça. Et c'est ça qui me pousse à partir, à 22 ans. À 22 ans, à la suite de l'album de Roca, Entre deux mondes, je vais faire un featuring sur l'album de mon pote d'enfance, Ego Size, qui avait un groupe qui s'appelle IMS, la Bible du Soldat. Et en revenant de ma session de studio, les gars me tombent dessus en disant ah, mais t'es allé faire un morceau avec Guigué, voilà, soit t'es dans la Clica, soit t'es pas. Et il se trouve qu'en plus c'est Raphaël qui leur avait dit que j'avais fait ce morceau-là, ouais. Et lui-même avait fait ce morceau-là, tu vois. Ouais. Et je crois qu'aussi j'avais dit ça à Egosa, je lui avais dit écoute, parce qu'il me disait ouais viens on refait coup d'état phonique, je dis on verra, je vais d'abord faire la tournée de Roca Entre deux mondes, et puis ensuite je vais voir la vibe, et si elle est comme ça encore, je vais arrêter. Et je crois que c'est ça qui est le déclencheur en fait. Et donc ils viennent me voir en disant bon il faut que tu fasses des choix là machin. Et je lui dis écoutez les mecs, moi quand je suis dans ce groupe là, j'ai pas l'impression que vous me prenez à ma juste valeur, alors que quand je suis dehors, voilà, parce que eux ils disaient ouais la Clica c'est nous, c'est Roca et Daddy Lorty, tu vois. Ouais. Et moi je disais écoutez moi quand je me balade dehors, plein de gens qui viennent me big upper, ouais. Tu vois. Ouais. Donc je leur dis bah faites votre chemin sans moi je vais faire mon chemin sans vous en tout cas. D'accord. Et donc il a fallu en partant de là me reconstruire totalement, mais c'est ce qui m'a permis de fabriquer 25 ans de carrière après. Et moi j'ai du tout rien en fait pendant, je crois jusqu'à aujourd'hui la vérité, en fait tous les gens qui ont en fait au moment où la Clica a explosé, le rap français vraiment au niveau du rap game naissait, tu vois ce que je veux dire. Quoi, le milieu des années 90, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vois, donc en fait, tous ceux qui me connaissaient dans la Clica m'ont tourné le dos, parce que le premier truc que j'ai fait en sortant de la Clica, c'est d'arrêter de faire un rap typé la Clica. C'est ce que j'allais dire, oui. Et donc j'ai pas en fait tu vois, les DJ que je croisais, que j'avais l'habitude, plein de gens qui, je vais te dire, qui m'encensaient. Bah, quand je me suis retrouvé seul, puisque j'avais plus l'aura du groupe, bah, c'était plus pareil. Et donc, il a fallu que je me réinvente, que je me refasse un nom. Et donc, j'ai fait 3 EP. Le premier, j'étais signé sur un label qui faisait du zouk. J'ai sorti un EP qui s'appelle Prélude à l'Odyssée. Et par un type super, j'ai oublié son nom hélas, et qui m'a donné ma chance en autoproduction. Ouais. Et ensuite mes Préludes à l'Odyssée par exemple,
il y a tout le canevas de ce que je vais faire. En fait, c'est vraiment le début de mon œuvre. Et à partir de là, tout se tisse. Et dans Prélude à l'Odyssée, tu retrouves déjà celui que je suis aujourd'hui, il est déjà là. Et donc, je fais 3 EP, Prélude à l'Odyssée, suivi de J'entends les sirènes. Prélude à l'Odyssée, Jungle Boogie, J'entends les sirènes. Ça, c'est 3 EP. Mais même, il y a un maxi que j'ai oublié avant. C'est-à-dire, en fait, ma première expérience discographique en sortant de la Clica. Alors, c'est pas tout seul. C'est avec un petit frère qui s'appelle Narcisse, qui faisait partie du Cercle Vicieux. Et donc, on était chez lui en train de rapper, puis on fait un morceau comme ça, le refrain, ça faisait Kawash, Narcisse, Et puis, on se dit, ouais, il y a un truc à faire, et on balance un morceau qui s'appelle Lève le mic. Et je lui dis, bah, viens, on le sort en maxi. Et en fait, ma première paye d'édition, je paye ce maxi-là qui s'appelait L'Immense Tournoi. D'un côté, Condo Narcisse, L'Immense Tournoi. De l'autre côté, Condo Narcisse, Lève le mic. Et je le produis chez moi, dans ma chambre. Et ça, c'est mon premier maxi. D'accord. Tout premier en tant qu'artiste indépendant et producteur indépendant. Ensuite, Prélude à l'Odyssée, Jungle Boogie, et J'entends les sirènes. Et après, ça représente 7 ans de ma vie. Et ensuite, on arrive, donc je passe de 94, tous ces maxis s'enchaînent, jusqu'en 2003 où je sors mon premier album. Tout est écrit. Et tout est écrit, moi je pose un pavé dans la mare du rap français, parce que tout le monde est à ce moment-là, est plutôt Mobb Deep, très ghetto, tout le monde est dans la continuité de Lunatic, ou bien se dirige en fait dans les sonorités, ce qu'on appelle les sonorités Jiggy. C'était ce que proposait Puff Daddy, tout ça. Okay. Et moi je dis, mon rap ça vient de comment on appelle ça, de la Ouma, du collectif de Tribe Quest, quoi, et de la Native Tongue. Et je dis, voilà, moi là, premier album, rien à voir avec Mobb Deep, rien à voir avec tout ce que vous connaissez, je fais un album d'inspiration Native Tongue, donc en gros où ça sent des boucles de jazz, des boucles de soul, et l'ambiance elle est plus profonde, quoi, elle est pas nerveuse, elle est pas voilà, je propose un rap à visage humain, quoi. Après, pour moi, ça revient à ce que tu disais, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, ouais. Voilà. Et tu deviens peut-être, ou un petit peu avant, mais un homme à ce moment-là, en tout cas. Ouais. Ok. Et 2003, 2003, j'ai quel âge? Ouais, non, 23 ans. Je suis de 75, putain, merde. Bah, écoute, moi aussi, les calculs, c'est... Donc c'est vrai, j'ai 28 ans. Donc j'ai 28 ans. Donc à 28 ans, là, je pose ce maxi que je produis. Et je fais la rencontre d'un gars qui s'appelle Amin Viviane. Lui, il met de l'argent. Il met de l'argent. Moi, je ramène les prods, je ramène les équipes. Je mets de l'argent aussi. Et ouais, parce que je mets mes éditions dedans et tout. Et voilà, quoi. Et là, je commence ma vraie carrière, en fait. Et en fait, à ce moment-là, je me réinvente un nom, quoi. Enfin, j'avais commencé, mais c'est comme si, vraiment, en partant de 94, c'est comme si j'avais tout recommencé à zéro. Après, je me dis, par rapport à ce que tu dis, jazz, qui jalonne ta vie, tout ça, est-ce que après, tu dis que tu te réinventes, mais est-ce que vraiment tu te réinventes? Parce que les disques de vinyle que tu écoutes, est-ce que c'est des choses peut-être que t'as... Après, c'est une analyse que je fais maintenant, que t'as en magazine, que tu digères peut-être Alors, oui, non, mais quand je me réinvente, par exemple, c'est en flow que je me réinvente. Ah oui, en technique vocale, je me réinvente. Ouais. Par exemple, entre-temps, moi, je sais que... tu vois, déjà en 94, je prends des cours de chant, j'ai des cours de théâtre. Par exemple, ma gestion de ma voix, tu vois. Avant, je rappais vachement là, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, j'ai l'art de maîtriser la technique microphonique, tu vois, je suis plutôt là. Puis après, j'ai l'art de maîtriser la technique microphonique, monte la garde, tu vois, j'ai un truc plus ancré, en fait. Et ça, cet ancrage-là, il vient avec beaucoup de travail. Et en fait, même ma proposition rythmique, tu vois,
tout ce que je fais vocalement, à ce moment-là, en fait, le rap français comprend pas. Enfin, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour les gens, le flow, c'est devenu une évidence. Mais au départ, quand j'arrive avec mes techniques, moi, de rap, les DA trouvent que je rappe pas bien. Ils trouvent que j'ai pas de flow parce que je gueule pas, en fait. Ah. Parce que mon énergie, elle est pas dans une surinterprétation, elle est super rythmique. Et en fait, en France, pendant des années, franchement, c'est grâce à la trappe que les gens, ils ont réappris à entendre du rythme à la voix, parce que dans la trappe, tous les tempi se sont ralentis. Mhm. Donc, c'est grâce à ça que des gens qui avaient aucune notion de rythme ont réappris le rythme. Mhm. Et donc, moi, je remercie la trappe, parce que s'il n'y avait pas la trappe, les gens, ils capteraient toujours pas pour les 80% ce qu'est le flow. Mhm. Tu vois. Hein. Et ça, c'est ton rapport avec on va dire quoi, l'industrie, les gens des maisons de disques, c'est ça? Bah, en fait, très vite, j'ai vu qu'en maison de disques, j'avais affaire à des gens qui connaissaient pas. C'est-à-dire que il y avait plein de gens, tu sais, qui avaient pas de culture du rap. Donc, quand moi j'arrivais avec mes influences Native Tongue, bah pour moi, la seule personne qui aurait pu me produire, c'était Lucien. Mais on se connaissait pas à cette époque-là. Et c'est dans toute l'histoire du rap en France, des années 90 au milieu des années 2000 jusqu'à 2010, la seule personne qui aurait pu me produire en France, qui aurait pu comprendre ce que je faisais en rap, c'était Lucien. Et pour ceux qui nous écoutent, qui est Lucien? Lucien, c'est le rappeur français, c'est le premier rappeur français à avoir collaboré, un des premiers, à avoir collaboré avec des rappeurs américains, et qui se retrouve notamment sur le premier album de A Tribe Called Quest. Et un morceau qui même lui est dédié. Il s'appelle Lucien, voulez-vous... J'ai plus le titre en tête, mais je crois que c'est Les Aventures de Lucien, un truc comme ça, mais en anglais, j'ai oublié le titre exact. Mais il y a que lui. Parce que lui, il aurait entendu pareil, il aurait compris d'où je viens. Parce que lui, il l'a fait, le chemin. Et pareil, Lucien, on le retrouve aussi sur l'album de Jazz Mataz, qui avait fait Gourou, qui s'appelle Lifesaver, le morceau. Garçon fâché, grandissant dans la pisse, dans la violence et la pisse, le mot pisse, c'est tout ce qui périssent chaque jour, aux alentours, au milieu de ces tours. Non, franchement, le gars est super flow. Et Lucien, aujourd'hui, c'est un producteur, il a fait une grosse partie, il a beaucoup collaboré sur les Lascars, il a beaucoup travaillé avec Luc Besson aussi. Donc c'est le seul gars, pour moi, qui aurait pu vraiment travailler avec moi et puis travailler correctement, en fait, enfin voilà, la personnalité artistique que j'étais. Et comme il y avait personne d'autre qui pouvait le faire, bah, je l'ai fait moi-même. Il a fallu que je me produise, il a fallu que j'apprenne à mixer, il a fallu... Tu vois, grâce à ça, en fait, je suis devenu ingénieur du son, je suis devenu producteur, j'ai vraiment appris à fabriquer des albums. C'est pour ça que mes disques, ils ont cette cohérence-là, parce que cette cohérence-là s'inscrit dans une histoire. Et cette histoire-là, je l'ai jamais confiée à quelqu'un d'autre que moi. Et aujourd'hui, j'en suis à mon 5e album, qui s'appelle Plus haut que la Tour Eiffel. Et maintenant, bah voilà, entre-temps... moi, j'ai pris des cours je suis allé me former aux États-Unis pour mixer. Je suis encore en train de me former en harmonie. J'ai pris des cours de piano pendant plus de 6 ans. Et voilà, en fait, ça a fait de moi un musicien exigeant. Et le fait qu'on me donne rien, c'est-à-dire que personne... à chaque fois que je finis un album, tu sais, je vais voir des gens qui sont en maison de disques. Oui. Et à chaque fois, on me dit que je suis pas Airplay, et donc en gros que mes disques ne marchent pas. D'accord. Et à chaque fois que mes albums ils sortent, parce que je vais voir les gens en général soit au début de parcours, soit à mi-parcours. Puis qu'une fois que mon disque il est fait, on me dit putain, c'est mortel ta musique et tout. Et c'est tout le temps comme ça, tu vois. Donc le premier rapport, je vais me dire en 2003, et on fait un jusqu'à maintenant, c'est le même rapport que t'as. Ouais. Là, par exemple, faut savoir que là, en 2022, c'est la première fois que je suis signé sur un label. D'ailleurs, je suis signé sur le label La Couveuse, c'est un label qui a monté Alex Monville, qui est un ancien programmateur, qui était programmateur de Canal 93, qui a été aussi un des sélecteurs
du Printemps de Bourges, des Inouïs du Printemps de Bourges. Et voilà, c'est quelqu'un que je connais de longue date. Oui. Parce que ça a été aussi, tu vois, quand je finis un disque, j'aime bien faire écouter à des gens qui connaissent la musique. D'accord. Et qui ont un avis très radical. D'accord. Avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condescendance. Et lui, il a toujours eu cette puissance et cette honnêteté pour me dire ce qu'il y avait de bien dans mes projets, ce qui pouvait s'améliorer. Oui. Et c'est sur le dernier projet, je lui ai dit, écoute, tiens, moi, j'aimerais que tu l'écoutes. Il a eu un gros kiff et il a dit, vas-y, viens, on le fait. Je le fais. Et c'est la première fois de ma vie, en fait, que j'ai quelqu'un qui s'engage sur mon travail. Sur 25 ans de carrière. Sur 30 ans même. 30 ans maintenant, ouais. En fait, donc la première fois, il y avait Chimiste et... Ah, on avait oublié cette phase-là, d'accord. Il y a eu Chimiste et J.R. Wing. Mais... Dans Coup d'État. Voilà, c'est un collectif. Dans le collectif. Et depuis que je suis... Personne ne voulait cette s'engager singularité-là, donc on parle depuis le début, là, ouais. Personne ne s'engage dessus. Non. À part moi. Maintenant, ouais. Et maintenant, il a fallu que je meure, c'est-à-dire qu'il a fallu, quelque part, en fait, que je disparaisse, tu vois, des radars, pour qu'il y ait toute une génération, tu vois, la génération 995, oui. L'entourage, qui eux venaient à mes concerts. Tu vois, moi, j'avais fait se connecter l'équipe de Jazzy Bass et l'équipe de Nekfeu d'Alpha One et Sneezy. Tu vois, je disais, tiens, les gars de la Coolco, là, vous devriez parler aux gars de 905, vous kiffez les mêmes que Tru et tout. On a vu ce que ça a créé. Ça a créé l'entourage, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais s'il n'y avait pas eu eux, ça, là, je suis content parce que tu le dis. Il y a des choses qu'il faut qu'elles soient dites et tu le dis comme ça, on l'entend au moins. Ouais, mais franchement, Jazzy Bass, il l'a toujours dit, il l'a dit dans une interview de Click, ça. Et Nekfeu, il l'a toujours dit. Et en fait, justement, eux, ils ont fait preuve de gratitude. Ils ont été plus intelligents que moi à leur âge. Tu vois. Mais non, c'est des gars que j'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour leur travail, parce que ils ont su apprendre de nous. Et je vais me dire de moi. Mais ils ont étudié plein d'autres rappeurs, tu vois. Ouais. Mais ils ont su apprendre et pas répéter les mêmes erreurs, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'équipe de l'entourage. Et cette génération-là qui m'a reconnu. Et là, parce que les gens, les miens, tu vois, même des gens avec qui j'ai grandi et tout, par exemple, je sais que sur l'album Intramuros, j'avais invité Danny Dan, j'avais invité Oxmo, et ben c'est les deux, ça a pas été le plus... Là, les gens avec qui ça a été le plus facile de collaborer, c'était Nekfeu. Nekfeu, avec toute sa notoriété, il a trouvé le temps entre une fin d'album, les projecteurs, c'est-à-dire il avait pas de jour de repos, il avait 2 jours de repos à Paris. Il a trouvé le temps de m'appeler et me dire, écoute, je suis là, si tu veux qu'on fasse le clip, on le fait. Tu vois. Là où, quand par exemple j'ai demandé à Danny Dan et à Oxmo de faire le clip des morceaux qu'on a enregistrés, ils ont jamais trouvé le temps ou l'intérêt de le faire. Donc quelque part, moi je remercie cette génération justement d'accorder l'intérêt qu'il faut à mon travail, parce que je crois que dans ma génération finalement il y a tellement de nostalgie sur la clica, ou bien il y a tellement besoin que j'ai envie de dire que les games soient à même level, tu vois, je sais pas comment on peut dire, c'est un peu comme si en fait au-delà de l'artiste, c'est-à-dire que t'as l'artistique, où moi je pense largement être dans la catégorie de mes confrères, mais où comme en termes de notoriété, parce que t'as pas les mêmes moyens, finalement on t'accorde pas l'intérêt que tu mérites. Tu vois, souvent moi j'ai l'impression, et ça se voit beaucoup dans le rap d'aujourd'hui, quoique, mais le sentiment que j'ai, c'est que en fait si t'arrives pas en Porsche Cayenne, on te regarde pas. Et donc en fait je vois vraiment la mentalité 9-2. Tu vois cette mentalité là, on en revient. Tu vois la mentalité où il y a que la réussite et les apparences qui provoquent ton intérêt. Mais moi, quand j'étais très connu, tu vois, par exemple, il y a des petits gars qui venaient me voir. Par exemple,
il y a un gars qui avait 16 ans qui vient me voir, qui me dit, écoute, moi, je kiffe ton travail et tout ça, j'aimerais bien que tu prennes le temps d'écouter mon rap. Ce mec-là, bah, c'est Vislo. Et Vislo, ça a fait Sayan après, tu vois. Et moi, je regrette pas d'avoir donné mon temps à un gars comme Vislo. Ah. Quand je vois ce qu'il a fait, qu'il a fait de ça. Il en a parlé en plus dans Featuring. Voilà. Ouais. Tu vois, quand Cam News, pareil, il m'appelle pour un feat, son premier feat, il m'appelle, moi je suis à Paris, lui il habite à Nantes. Moi je me suis déplacé, c'est lui qui m'a rappelé ça aujourd'hui, il me dit, t'es le premier gars, t'es le seul gars qui a fait ça. et moi en fait, quand je vois ce que eux sont devenus, je suis fier. Parce que je sais, tu vois, l'étincelle que j'ai pu provoquer, et c'est ce gars-là que je voulais être. Mais tout ça, ce que tu dis, ça me ramène vers ton passage à... donc tu apprends, tu emmagasines, tu révisionnes des albums, des EP, tu trouves ton style, tu deviens un homme. Certains jeunes, comme tu viens de l'expliquer, te font comprendre que t'es important pour eux. Maintenant, la transition entre ça et devenir prof, comment ça se passe? En fait, déjà, moi, je suis pas un prof. Je suis aujourd'hui... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu dans l'article que j'ai lu. C'est vrai, et pour moi, ça a été important pendant longtemps de dire que je suis le premier professeur de rap en France. C'était important parce que je voulais dire que je viens d'une époque où on disait que le rap, c'était pas de la musique. Moi, j'ai appris, parce que j'étais intimement convaincu que ce qu'on faisait, c'était important, et que ça allait changer le monde. Et donc, il fallait que je démontre que le rap, c'était de la musique. Et que c'était pas l'expression des jeunes de banlieue. Non. Donc, parce que moi, je travaillais depuis que j'ai 12 ans, je sais ce que c'est un flow, je sais ce que c'est une écriture rythmique, je sais ce que c'est de la mélodie, et je bossais là-dessus. Donc, je supportais pas qu'on dénigre mon travail. Et je me suis dit, si moi, je fais pas le job, personne va le faire. Et pareil, quand j'ai rencontré tous ces gens en maison de disques qui étaient des tocards, tu vois, et ben, non, j'abuse. Mais, tu vois... Après, c'est ton ressenti, mais hein. à ce moment-là, c'est comme ça que je le ressentais. Ouais. Mais, tu vois, je me disais, mais il va falloir que quelqu'un éduque ou fabrique d'autres gens pour que le monde comprenne que le rap, c'est un art. Et que, comme tout art, il se développe, il faut s'éduquer. Et donc, il y a un moment, j'ai commencé d'abord à être passionné de rap. Ensuite, on m'a demandé d'expliquer ce que je faisais. Et comme je l'expliquais bien, on m'a dit, mais est-ce que t'aimerais pas écrire des articles? Donc là, j'ai commencé d'abord à écrire sur la soul music, parce que j'étais passionné de ça dans un magazine qui s'appelait Real Mag. Après, on m'a demandé de commencer à décrypter mon rap. Donc j'ai expliqué, donc j'ai bossé avec des gens comme Hugues Bazin, vraiment des gens qui étaient en réflexion profonde sur le rap. Après, avec beaucoup des chercheurs, des auteurs qui écrivaient sur cette culture-là. Puis on m'a dit, mais tu veux pas essayer de formaliser tout ça? Et j'ai dit pourquoi pas. Et je me rappelle que c'était Didier de Cabal qui m'a dit, j'aimerais qu'on crée une université d'été, c'est l'université hip-hop. Et donc, il dit, Kondo, il n'y a que toi qui peux parler du rap, tel que je connais le truc. Et là, dans ce endroit-là, j'ai rencontré un autre collègue. Et c'est où? Alors, cette université, c'était à Chelles. Et donc, pendant 3 semaines, on parlait des différentes cultures, donc rap, danse, beatbox, DJing. Par rapport à aujourd'hui, c'était il y a combien d'années? Ça continue encore? Ça, c'est 2000. C'est dans les 2000. Non, on a dû faire une saison, 2 saisons. On a fait 2 saisons. D'accord. Et là, j'ai rencontré Arnaud Vernet, avec qui je travaille toujours. Et qui, lui, travaillait dans une structure qui s'appelle l'Ariam Île-de-France, qui est en gros l'association régionale du développement de la pratique amateur. Et donc, lui, m'a fait rencontrer en fait des spécialistes de la pédagogie. Et donc, quand tu rencontres des spécialistes de la pédagogie, ils disent, bah, alors, comment tu comptes transmettre ton art? Et donc, il va falloir que tu réfléchisses. Donc, par exemple, première notion, est-ce que tu peux m'expliquer des notions? Est-ce que tu fais la différence entre rythme et pulsation? Est-ce que donc, tu rencontres avec des spécialistes de la musique? Et bah, donc, eux m'ont éduqué pour que je puisse transformer en langage musical ce que moi je faisais, et j'avais pas le vocabulaire pour ça.
Donc, comme j'ai commencé à avoir du vocabulaire, j'ai commencé à faire... Après, en plus de ça, je faisais des conférences sur l'histoire du rap pour montrer les différentes écoles, les différentes familles de rap aux États-Unis et donc comment ça avait migré en France. Et grâce à tout ce vocabulaire, j'ai commencé à me dire bon, il va falloir que je me forme. Donc moi, je suis retourné après à l'école Atlas, où on me demandait en fait de créer un cours de rap. Ça, c'était 10 ans plus tard. Oui. Entre-temps, je faisais ce qu'on appelle des ateliers masterclass aux 4 coins de la France. D'accord. Donc, si je repars de l'université hip-hop, là, je faisais déjà des ateliers, des accompagnements de groupe. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à donner des ateliers de beatmaking et d'écriture à l'âge de 18 ans à Nanterre. J'étais à Musique pour tous, à l'association Musique pour tous. D'accord. Et il y avait moi, et puis j'ai appelé mon frangin à l'époque, Narcisse. D'accord. Et donc moi, à 18 ans, je donnais des cours de rap. Et je donnais des cours de beatmaking. Et je vais même te dire, à 16 ans, je donnais des cours de rap. Mais c'était pas des cours. Là, pour le coup, j'apprenais à des gens à rapper. La première personne à qui j'ai appris à rapper, c'est L.I.M. Tu vois. D'accord. Voilà. Mais moi, je répète, c'est normal, j'avais un grand. Zox. Okay. Zox, il m'a transmis à moi. Ben moi, dans mon quartier, j'avais des petits. Donc, on j'ai transmis à L.I.M. Tu vois. Et donc, là, on est Pont de Sèvres. Ben, à un moment, on m'a dit, ce que tu fais, le Pont de Sèvres, tu veux pas venir le faire chez nous, à Nanterre? Donc, je suis allé à Nanterre. D'accord. Après, de Nanterre, quand j'ai commencé à faire ça, on m'a confié d'autres espaces. Voilà. Comment il s'appelle? Dead Cabal m'a appelé pour ça. Ensuite, j'ai rencontré des gens qui étaient plus pointus sur l'éducation artistique. J'ai fait, je suis allé dans les 4 coins de la France pour donner des conférences, accompagner des groupes de rock même, des groupes de pop, des groupes de rap, etc. Et là, il y a un pote qui m'appelle pour me dire, écoute, on est à la recherche d'un ingénieur du son à Puteaux. Oui. Est-ce que ça peut t'intéresser pour être en binôme? Et je dis ouais, j'arrive. Et quand j'ai présenté mon CV, en fait, on était plusieurs sur le poste. Et en fait, mon CV, avec tout ce que j'avais fait en pédagogie artistique, ça a intéressé mon employeur, qui est devenu un ami, Alain Gioni. D'accord. Et aujourd'hui, tu me parles, mais hier, j'ai enterré Alain Gioni, tu vois. Ah. Et il est décédé il y a quelques semaines. Et paix à son âme. Et tu vois, c'est lui qui a dit, mais moi, lui, ça c'est en 2012, il venait d'écouter l'album Soul Inside. D'accord. Et lui, c'est un jazzman, c'est un putain de trompettiste. Et il me dit, écoute, moi, je suis allé écouter ta musique. J'ai vu ton parcours, puis j'étais passé par les États-Unis sur mon 2e album, De Pieds sur Terre, Stick to Ground. Et j'avais collaboré avec Dwele, j'avais collaboré avec plein de chanteurs de ouf. Et donc lui, il avait écouté Soul Inside et il m'a dit, mais tu fais de la grande musique, ton parcours, il est exemplaire, moi j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Et là où moi j'étais parti pour être un ingénieur du son, il m'a dit, qu'est-ce que tu pourrais développer chez nous pour développer la pratique musicale à travers mais en passant par ton rap, à toi. Et donc au départ, je devais créer en fait la première classe de rap, mais comme j'étais plutôt dans le 92, mon public c'était que des rockers ou des jeunes qui faisaient de la pop. J'avais un peu de rappeurs et un peu de chanteuses, un peu de R&B, de choses comme ça, ou de soul. Et donc j'ai dit, mais en fait, et si le rap en fait c'était la meilleure porte d'entrée par rapport au beatmaking, c'est plutôt l'accès à la musique qui est plus simple. L'accès au texte aussi permet en fait à l'acquisition du rythme de manière plus simple que l'apprentissage académique. Et j'ai commencé à réfléchir et donc en 3 ans, j'ai développé, finalement je passais d'une classe de rap à ce qu'on appelle une classe de création audio numérique et de création de musique actuelle. Et donc, après, moi, j'étais obligé de me former pour enseigner à des gens qui chantaient aussi bien qu'à des gens qui rappent, à des gens qui viennent avec une guitare aussi bien que des gens qui viennent... Donc la musique dans sa globalité maintenant. Voilà, avec un ordinateur et puis un clavier. Et ce qui est étonnant, c'est que je suis resté 10 ans au conservatoire de Puteaux. J'ai demandé au conservatoire de Puteaux, d'accord. Donc conservatoire municipal.
sur mes 2 dernières années, grâce à mon entourage, tous les gens dont je t'ai parlé, Arnaud Vernet, il m'a mis en contact avec d'autres gens, d'autres formateurs, d'autres spécialistes de la pédagogie. Je pense à Laurent Colombani, qui lui m'a demandé de venir en fait à l'école Atlas pour enseigner le rap. Et j'ai dit ok, je viens chez vous, j'enseigne le rap. Mais par contre moi, je deviens élève de l'école, mais en piano et en harmonie. Et après, en fait, l'école la philosophie de l'école nous convenait plus. Donc, lui, en tant que directeur pédagogique, il est parti. Je dis, moi, n'ayant plus mon creuset, enfin, les gens avec qui on est clairement raccord au niveau de la pédagogie artistique, je dis, vas-y, j'arrête. Et puis, au moment où je dis j'arrête, je crois qu'on fait un déjeuner avec le directeur du conservatoire de Cergy, et puis il m'entend parler, de moi, rappeur, qui a besoin encore de développer tout son... Et ça, c'est quand, ça? Ça, c'était à 4 ans. Donc, on est en 2018, 2019. 2018, je sais même plus, quoi. Et là, il me dit, mais moi, j'aimerais bien quelqu'un comme toi chez moi. Et en fait, il me propose de venir faire une résidence artistique à Cergy-Pontoise. D'accord. Et donc, on me demande de faire une création à partir des forces vives de ce conservatoire-là, donc musique du monde, département jazz et département musique actuelle. Et donc, j'ai commencé là à fabriquer cette comédie musicale qui émane en fait d'une réflexion que j'avais avec ma cousine, avec Sophie Année, et son cousin, son autre cousin. Non, moi c'est ma cousine, mais on n'est pas du même sang, c'est ma sœur même, je dirais. Et tu vois, et puis on disait mais nos parents ils sont venus en France pour se mesurer à la Tour Eiffel. Et j'ai fait ça c'est la bonne unité de mesure, tu vois. Et donc j'ai commencé, quand ils m'ont invité à Cergy-Pontoise, j'ai dit ok, je viens, mais à quoi j'ai droit? Et alors là, en fait, c'était la première fois qu'on me payait pour créer. C'est-à-dire que l'institution... Avant, t'étais pas payé pour ça? Si, j'étais payé, mais pas pour créer. C'est-à-dire c'était la première fois qu'on me disait, tu vois, ton talent, c'est ce que t'es en tant que rappeur et ce que t'es en tant qu'artiste. Là, on va te payer pour que tu crées quelque chose dans notre dimension. Et donc, j'ai dit, ok, on va faire plus haut que la Tour Eiffel. Et donc, avec Laurent Colombani, on s'est associés, lui en composition, moi en écriture, et finalement, on a fait les deux. J'ai composé... et lui aussi et on s'est trouvé, tu vois ce que je veux dire. Et ça, tu vois, je suis arrivé en tant qu'artiste et à la fin, au bout de 2 ans, ils m'ont dit bon, est-ce que tu veux pas rester en tant que prof, tu vois, parce que t'as une façon de parler de ton art, de transmettre ton art qui fait qu'il y a un moment où on se reconnaît. Et moi, en même temps, que tout ça, je continue à me former dans ce qu'on appelle l'apprentissage pédagogique traditionnel, c'est-à-dire la lecture rythmique. Aujourd'hui, j'ai encore à travailler ce qu'on appelle la formation musicale. Tu vois, il faut que je sois encore meilleur. Donc pour moi, en fait, je voudrais appréhender une partition de la même façon qu'on lit un livre. Tu vois, et parce que il y a une approche qui est aussi conceptuelle de la musique, qui peut être de la même forme qu'une langue, et quand tu as la chance de comprendre cette langue, en fait tu as une ouverture sur des émotions auxquelles tu n'as pas forcément accès sans mettre un disque, tu vois ce que je veux dire, ou sans faire play sur quelque chose, et c'est magnifique en fait. Et donc moi, ça pour moi c'est une espèce de magie, et je me dis mais cette magie là elle est accessible à tous, faut juste être formé pour ça, quoi. Tu vois, c'est un peu comme quand tu découvres que grâce à la lecture, tu as accès au roman et tu vois à toutes les histoires du monde, à la culture et au savoir. Exactement. Et à cet imaginaire-là, tu as la même chose au niveau émotionnel grâce à la musique. Juste par rapport, juste en lisant une partition, c'est magnifique, tu vois. Cergy, c'est ton actualité? Ouais, c'est mon actualité. D'accord. Et donc entre avec tout ça là, et j'ai arrêté plus tôt parce que moi j'avais besoin aussi de me retrouver plus en tant qu'artiste,
Et donc je fais beaucoup de formations. Par exemple, aujourd'hui, je peux travailler pour des organismes comme le Studio des Variétés. Mais moi, je dis que je suis un formateur. J'ai formé des collaborateurs. En fait, j'ai fait ça toute ma vie. Oui. J'ai formé des gens qui comprennent ce que je fais, et moi, leurs questions m'intéressent pour développer mon art. Ouais. Tu vois. Et donc, le but du jeu, c'est que moi, j'apprends de tous mes élèves, du plus petit au plus grand, tu vois. Et je transmets à mes élèves ce que je sais, ce que je comprends, l'analyse que j'en ai, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Tu vois, mes élèves sont valorisés en tant que transmetteurs aussi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as répondu à ma question. J'allais te dire, quand tu transmets, toi, qu'est-ce que tu apprends? Bah, t'as répondu. Moi, j'ai cet adage-là qui nous vient du hip-hop, qui s'appelle Each One Teach One. C'est-à-dire chacun transmet à chacun, apprend de chacun. Et ça va au-delà du hip-hop, ça vient du mouvement Black Panther. Tu vois, c'est-à-dire que, en gros, faut pas attendre que la connaissance, on te la donne. En fait, on en a tous. Il faut se la transmettre. Et dès que t'as de la connaissance, donne-la à quelqu'un, ça va amplifier ta connaissance. Tu vois. Par exemple, j'étais pas bon en maths. Et quand j'étais au lycée, et ben, j'ai donné des cours de maths. Parce que, tu vois, parce qu'en donnant des cours de maths, j'étais obligé de m'améliorer. Et donc, j'ai eu des élèves qui sont devenus bons en maths. Parce que moi, là-bas, j'étais mauvais, donc je connaissais leurs questions. Tu vois, quand et moi, je pars de ce principe-là, je suis un bon prof parce que j'étais un mauvais élève, entre guillemets. C'est-à-dire que, aujourd'hui, tu vois, dans mon art, je suis épanoui en tant qu'artiste. Et en gros, tu vois, j'ai toujours mes questions d'artiste, moi. Et donc, je cherche toujours à progresser en tant qu'artiste. Et cette envie-là fait que quand je rencontre un autre artiste qui a aussi envie de progresser, je suis excité, tu vois, j'ai envie de lui donner des clés, des trucs comme ça, parce que je sais que mes connaissances, ses connaissances, ça va s'amplifier, et ces questions, en fait, ça va me faire grandir, tu vois. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Juste que tu nous rappelles ce que tu nous as dit pendant notre échange, ce qui arrive, l'album qui arrive. Plus haut que la Tour Eiffel, c'est mon 5e album. Tu vois, ça vient couronner 94, 2022, 28 ans de carrière. Voire plus, hein. Voire plus. Tu vois. Donc, ben non, je dis des bêtises, là. Ça, presque, en fait, réellement, 30 presque 30 ans de carrière. Ah oui, non, là, on est dans, parce que peut-être tu auras ta 94, mais on parle depuis tes... Alors, si je commence à 12 ans, là, fou. Ouais, mais là, c'est 30 ans de carrière. Voilà, parce si je commence à 12 ans. On néglige c'est vrai que mais c'est un apprentissage. Ah oui. Et donc, j'ai 30 ans de carrière, là, aujourd'hui. Et c'est surtout que Plus haut que la Tour Eiffel, c'est un album qui raconte le périple de Manga, qui est un Béninois qui vient en France pour retrouver un frère qu'il connaît pas très bien. Et faute de moyens, il est obligé d'emprunter la voie clandestine. Et donc chacune des étapes de son périple, de son voyage, est un titre de la chanson. D'accord. Et justement, c'est au Conservatoire de Cergy que j'ai fabriqué ce spectacle. D'accord. Et qui aujourd'hui devient un album. Et par exemple, Manga, c'est le nom d'un petit frère qui est un pote à moi. Il y a au cours de son périple, Manga il rencontre un pote qui l'aide, qui s'appelle Hedi. Et Hedi, ça veut dire le guide. Et en fait, j'avais un élève à l'espace Malia Jackson où j'ai été pendant presque 8 ans là, tous les jeudis, qui lui, quand il est débarqué d'Algérie, premier endroit où il est allé faire du lien, c'était à l'espace Malia Jackson, et c'était dans mon atelier de rap parce qu'il était fan de rap. D'accord. Et qui me connaissait. Et aujourd'hui, ce Eddie-là, c'est lui qui chante dans mon album. Ce que j'ai entendu. Voilà. D'accord. Et c'est lui et donc, ce gamin-là que j'ai formé, aujourd'hui, je l'ai invité dans mon disque. Et c'est exactement ça l'idée. D'accord. Et je l'ai invité en tant que chanteur. C'est-à-dire que il vient et c'est lui qui pose le refrain
bête de morceau. Ouais. Et ça, c'est ça que je dis. C'est pour ça que quand je forme des gens, je forme des futurs collaborateurs. D'accord. C'est pour ça que je suis pas un prof. Tu vois? Donc, on va dire que tu ne considères pas comme tel. Non, mais Ok. je suis professeur. Voilà. Je suis, et tu vois, sur ma feuille de paye à Cergy, je suis le premier, il y a marqué professeur de rap. C'est pour ça que je voulais, je voulais que tu répètes, Donc, tu l'as répété plusieurs fois, mais voilà. j'insiste là-dessus quand même. Mais tu sais, il y a ce que l'institution dit de toi, ce que les gens disent de toi, il y a Oui. ce que t'es. Moi, je suis avant tout l'artiste Kondo. D'accord. Et je raconte cette histoire-là parce qu'en fait, en 2012, à la naissance de ma fille, j'ai eu envie de retrouver mon père. C'est pas qu'on s'était vraiment, en fait, j'avais parlé à mon père quand j'avais 18 ans, Oui. mais les tensions familiales fait que je pouvais pas être en contact avec lui. D'accord. Hein. Donc, je demande à mon oncle, et il me dit, écoute, faut que tu vois ça avec ta mère, je peux pas, moi, je peux pas dépasser ce truc-là. Je demande à ma mère, elle fait une crise de tachycardie. Je fais bon, je vais regarder sur Internet, puisque je savais que mon père était un économiste, Ouais. et qui bossait sur l'université du Bénin. Je tape son nom sur Internet, et là, je tombe sur un message qui est sur ma boîte Twitter à moi, De lui. qui datait d'il y a 1 an, où il y avait marqué « Salut, je suis ton frère, Charia, Oh. fils de Jean Innocent, machin. Uh-huh. Je suis en France, rappelle-moi. Ah non. 1 an après. Donc, je prends le téléphone, je l'appelle. Et là, quand je l'appelle, il m'explique sa situation. Mhm. C'est-à-dire, déjà, moi, je demande des nouvelles du daron. Mhm. Il me donne son adresse, son téléphone et tout. Je lui demande son histoire, et là, je comprends que lui, il a fait un chemin avant d'arriver en France. Et ce chemin-là m'interroge sur comment ça se fait que lui et moi, on n'ait pas la même histoire. Ok. Et qu'on n'ait pas, et que y ait, moi, tu vois, pour avoir accès à mes papiers français, ça a été simple. Je suis né sur le territoire. Mhm. À une époque où ma mère, elle était considérée comme française. Et mon père aussi, sauf que lui, il a pas fait ses papiers français, là où ma mère, elle les a fait. D'accord. Et donc, je me disais, mais comment on peut avoir des histoires aussi différentes en ayant le même creuset? Mhm. Et donc, forcément, ça m'a amené à m'interroger sur tous ces gens qui doivent quitter chez eux pour reconstruire une histoire ailleurs et tout. Donc, de par l'histoire de mon frère, j'étais amené à écrire cette histoire-là, Ouais. à me renseigner sur tous ces gens-là qui quittent chez eux et pourquoi. J'ai, grâce à ma compagne de l'époque, Benjamin Veil, elle m'a mis en relation avec le LAO de Taverny, c'est un lieu d'accueil des réfugiés, des exilés. J'ai travaillé avec le CADA, le centre d'accueil d'aide aux demandeurs d'asile, Mhm. HL. Voilà, je travaille avec différentes associations. Là, je travaille beaucoup avec le CCAS, qui est en fait le comité d'entreprise d'EDF, mais ils développent une vraie philosophie d'éducation populaire, et qui m'ont mis en relation avec l'atelier des artistes exilés, avec SOS Méditerranée. Et voilà, j'ai pu nourrir ma réflexion. Ouais. Je reviens à mon anecdote. Donc, en cherchant mon père, j'ai découvert un frère Mhm. qui m'a fait me prendre conscience que j'étais le 3e fils d'une fratrie de 8, D'accord. là où moi je me considérais comme fils unique de mère Au célibataire. début, d'accord. J'ai pu écrire à mon père, quand il a reçu ma lettre, il m'a réécrit en me donnant une distinction qui dit Fofo c'est grand frère. Oui. Quand ton père il t'appelle grand frère, c'est que tu sais que t'as passé un cap Mhm. en termes de sagesse et Oui. en termes de ce que t'es en tant qu'homme. Oui. Et donc on s'est appelé et on devait se voir, mais on n'a pas pu parce que il est mort 1 an après, mais aucun regret parce que ce qui devait être dit a été dit, ce qui devait être fait a été fait. Ok. Il est mort 2 ans après, ou 1 an et demi après. Et depuis, j'ai hérité d'une famille. Donc tu es le grand frère. Je suis Ou pas le le grand père. frère, je dois être le cadet, je suis le Cadet 3e. Ah, d'accord. Je suis le 3e. Mais de ça, j'ai aussi retrouvé mes racines. C'est-à-dire que cette année, par exemple, cette année, je retourne au Bénin. Mhm. Et cet album-là, qui s'appelle Plus que la Tour Eiffel, je vais le dire, ça va vous paraître étrange, mais
Ce sont mes ancêtres qui m'ont demandé de le faire pour que tous les gens qui ont vécu cette expérience, qui sont noirs, qui vivent, et pas que les noirs, hein, tout le monde, que tous ceux qui ont connu le départ, qui ont connu l'exil, tous les gens qui ont été déracinés et qui sont descendants de gens déracinés, puissent se reconnecter. Et se reconnecter et comprendre et avoir des clés pour comprendre pourquoi les parents ils sont partis, pourquoi le frère, le cousin, pourquoi les gens partent de chez eux pour essayer de construire une vie meilleure ailleurs. Voilà. Parce que j'en avais marre de voir que personne ne réagit à l'esclavage en Libye, que personne ne réagit au décès, aux milliers de gens qui meurent dans la mer Méditerranée. J'en ai marre. Et pas que dans la mer Méditerranée, parce que moi je rencontre des gens qui viennent du Bangladesh, je rencontre des gens qui viennent de Pologne, je rencontre des gens qui viennent des quatre coins du monde et qui cherchent juste une vie meilleure et qui sont prêts à amener leur part de progrès. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être dans l'espace public. Enfin, les gens, ils oublient que à un moment, peut-être, ou un autre dans leur vie, ils vont peut-être devoir partir de l'endroit qu'ils considéraient comme étant chez eux. Et voilà. Et moi, le rap, pour moi, le rap et la culture hip-hop, elle rassemble les gens comme ça. Et mon rap, moi, il sert à raconter toutes ces expériences. Quand j'ai écrit sur Tout est écrit, j'ai raconté mes expériences de jeune homme noir dans la société française. Quand j'ai écrit Deux pieds sur terre, c'était plus fun. Mais en attendant, là-dedans, je racontais encore ça. À partir de Soul Inside, je voulais montrer à quel point notre hip-hop, il était connecté à la musique et à une histoire de la musique noire américaine, africaine américaine. L'album Intramuros, il raconte c'est quoi l'enfermement, c'est quoi vivre l'enfermement, parce que j'ai travaillé 8 ans dans le milieu carcéral, j'ai monté des ateliers de production, des ateliers de création, d'écriture, à Châteaudun, à Fresnes, dans les quatre coins, j'ai fait des on appelle ça des tournées dans les prisons du Sud, avec l'association Hip Hop Convict. Voilà, moi, mes disques ils servent à rassembler les gens et à ce que les gens ils s'éveillent en conscience. Tu m'étonnes. En fait, quand je suis en train de te parler, je me rends compte pourquoi, en fait, je suis tellement pas dans le showbiz. C'est vrai que les disques que je propose, ils sont trop en conscience pour être des objets marketing, c'est trop complexe. Après, ton parcours est ce qu'il est, mais et certainement ce qu'il doit être. Non, je dis tout est parfait, ça veut dire et quand c'est parfait, c'est pas à refaire. C'est-à-dire que je suis exactement là où je dois être. Ouais, c'est ce que je me dis. En tout cas, c'est ce que je me dis moi intérieurement quand tu me racontes tout ce que tu me racontes là, les rencontres, tes choix, quand ta prise de conscience quand tu deviens un homme, etc. Tout ce que tu fais après, tous les albums, le each one teach one, t'enseignes, tu apprends en même temps. Ouais, je pense que t'es là où tu dois être. Et j'aimerais juste dire un tout petit truc encore. J'ai la version de mon frère qui est en face de moi, mais je vais toujours demander comment vous vous êtes rencontrés. Lui m'a raconté, mais je veux que tu me racontes si toi t'as des détails de ça. Voilà. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Comment vous êtes rencontrés? Balik Chaco. C'est pas prévu, mais comment vous êtes rencontrés? Parce que la connexion, il me l'a dit, elle est extrêmement improbable. Mais toi, comment ton point de vue là-dessus? Balik Chaco. C'est un artiste peintre, un artisan du textile, un artiste du textile aussi. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, dont j'aime le travail. Et je l'ai rencontré avant de connaître cet aspect de sa personnalité. C'est intéressant ça. Et moi, je suis quelqu'un, je ressens énormément le monde vibratoire. Et j'allais à une après-midi Black Sugar.
Ah, C'est ça. c'est pas Pigalle ou... Non, c'est Black Sugar. Ah, Black Sugar. Black Sugar. C'était en fait une soirée, c'est des soirées d'après-midi le dimanche. Mhm. J'avais des invites. Et je trouve que j'avais 2 invites sur moi, D'accord. ou 3, ou Sur, 4. sur Paris? Non, Non. c'était en banlieue. D'accord. C'était en banlieue. C'était à Drancy. Voilà, tu vois. Maintenant, ça vient à Drancy. Ouais, Drancy, 9-3. D'accord. Oh, voilà, encore. Donc, D'accord. je suis à Drancy. Mhm. Et Drancy, moi, pareil, c'est un truc c'est une ville que je connais bien de par mon enfance. Et donc, je suis toujours bien quand je suis dans le 9-3. J'ai des vibes. Et je suis à l'arrêt de bus. Et je vois ce frère qui a une bonne énergie. Mhm. Je peux pas t'expliquer, c'est juste à faire de Ouais, l'énergie. voilà. J'écoute, hein, parce que là, ouais. Oui. Et je le regarde, je fais, vous allez à Black Sugar, là? Il me fait, ouais. Je fais, vous avez des invites? Il me fait, non. Je fais, tenez, j'en ai 2. Comme ça. Comme ça. Et, du fait qu'on aille au même endroit, du fait que, tu vois, on se soit ressenti, j'ai fait, non. Moi, j'ai 4 invites. Mhm. Donc, je fasse bénéficier quelqu'un. D'accord. Et donc, on s'est retrouvés à passer un bout d'après-midi comme ça ensemble. Lui, il était avec sa copine de l'époque. Mhm. Je crois que moi, je devais être avec la mienne, je suis pas sûr. Ouais. Et c'était à Sandra. Hein. Madame B. Ouais. Oh non, Madame B. Non, Madame moi, B. À toi, je moi suis... c'était Sandra. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'était une amie qui était danseuse. Si. D'accord. Et voilà. Et donc, c'est comme ça, c'était à la vibe, à l'énergie. Ok. Après, entre cette fois-là et le moment où on a dû manger ensemble, Ouais. parler ensemble Ouais. sérieusement, Ah. la vérité, j'ai oublié. D'accord. Ça se fait naturellement, en fait, en Mais- vrai. Ouais, Mais carrément naturellement. Y a C'est pas- que, tu sais, Mais je savais pas qui c'était, en fait. Tu vois, pour Ouais. nous dire vraiment, c'est après, je dis, mais, ce mec, il a passé sur scène et tout ça. Mais, en fait, on se connaissait Donc, pas. en Je savais fait, pas, en fait, toi, je savais pas son histoire, tu vois, je me Ce dis qui est pas, marrant, voilà, bon, c'est c'est la Kondo. conclusion, mais Je dis pas, toi, c'est ce qui est Kondo, marrant, c'est que, le oui, mec qui, tu vois, qui toi, rappe. tu connais la Mais clique, sa hein. voix, en fait, comme je dis, comme il parle, depuis tout à l'heure, j'écoute, Ouais. il parle, en fait, était dans son truc. Oui, Tu vois? mais Il parle, ce que je comprends pas, c'est et je que dis, mais cette voix me dit le quelque chose. visuel, quand tu le vois, tu vois Non, pas c'est qui, non, je sais pas mais c'est qui. tu sais Mais qu'on est, nous, j'entends, ouais. notre fratrie, Voilà. tu sais qu'on est fan de la Clica. Voilà, Et mais qu'on a, j'entends on a quelque chose. notre robot, pour qui, Kondo Ah oui, et Raphaël, voilà. Est-ce qu'ils se sont déjà vus, même? Hein? Ils se sont déjà vus ou pas? Après, non, je crois qu'ils sont jamais rencontrés. Jamais rencontrés. Non. si une fois Ou je suis venu peut-être- chez toi, quand tu Possible. tu faisais une de tes premières expos, mais à la Oui, maison. la maison, oui. Ouais. Et j'ai vu un troisième de chez vous. Ouais. Ah, c'est, Vous c'est, avez pas ouais. trop discuté, je pense pas. Ouais, Mais ouais, on a ouais, parlé ouais. un peu aussi. Un J'ai peu, vu un ok. troisième de chez vous. Ok. Alors après, je sais pas lequel. Oui, oui, Ouais, oui, mais, d'accord. C'était lui. Ok, c'est Mais possible. voilà. Sur lui. Et donc, je sais pas, de ce moment-là, on a dû échanger les téléphones, on a juste parlé, Oui, et puis on a ouais. gardé le contact, quoi, tu vois. Là, on parle d'un truc qui date d'au moins 22 ans, hein, je crois. Hein. C'est soit 2000, soit Ouais, c'est ça. voilà. C'est dans les années. C'est dans ces Ouais, années-là. hein. si. À l'époque, 2000, j'étais allé sur scène, en fait. Alors si c'est 2000, donc j'étais pas avec son nom. Donc Non, c'est- mais t'allais sur moi, je scène, pense, ouais, moi, je pense t'allais que sur c'est scène, donc même c'était tout seul. un peu avant, peut-être. Ouais. Hein. Je sais Ouais, pas. C'était Hein. avant. Je, ouais. je pense que c'est C'était avant. 98 ou un truc comme ça. Ouais, j'habitais encore. J'étais Ah, sur Paname, ouais. Ouais, ouais. Porte de Cliquy. Porte de clic. Ouais, porte de Cliquy, donc c'était même pas 2000. Hein. C'est avant. Non, c'était Ah, c'est tu m'as 2000. connu c'est quand 2000. j'habitais à Agnières. Oui. Donc bah c'est oui, ça. 2000 alors. 2000, parce que Clignancourt, ouais, je commençais à c'est 2000. aménager, Hein. ouais. Je commençais à aménager là-bas, ouais. Si. Ok, bon voilà. 2000. Bon. Ah ouais, putain, 29 piges. Voilà. Je t'ai dit, je suis pas nostalgique, moi. Oui, je Puis sais. compte pas. Mais je voulais On en oui, 2022. mais On en je voulais 2022. conclure là-dessus parce que Le lien, en fait, le lien qu'on a, voilà, même si cette rencontre n'est pas prévue tous les trois, n'était que tous les deux, mais ça résume un petit peu aussi son parcours, en fait, tel qu'il a expliqué. Bah, en fait, ça, moi, je suis aussi content de faire ce podcast avec toi parce que je trouve que je me reconnais dans ta démarche. Je me reconnais dans ta démarche, je me reconnais, tu vois, dans ce que tu proposes aux gens et dans ta passion et la finesse avec laquelle tu vas aussi analyser, transmettre
tout ce que t'as ressenti, ce que t'as vécu et aller en profondeur, tu vois, dans tes choix. Et ça, pour moi, c'est comme ça aussi que je dis, voilà, tu sais, on a un autre truc, c'est real, recognize real, tu vois, c'est vraiment ce truc. On se reconnaît il y a une énergie, il y a une vibration. Quand t'as des gens vrais en face de toi, tu le sais. Donc, faut juste avoir un tout petit peu de sensibilité pour capter ça. Après, pour conclure avec tout ça, je me rends compte au fil du listing des invités qu'on va bientôt dévoiler, hein, en plus de Kondo qui est là, ils ont tous un point commun. Il l'a dit pendant notre rencontre. Je dévoilerai pas maintenant ce que c'est, mais je pense qu'au fil des interviews, au fil des c'est même pas des interviews, c'est plus au fil des discussions, vous allez découvrir que tous les gens qu'on rencontre pour ce podcast-là, ils sont tous un point commun. Et j'espère même que les podcastés écouteront leur précédent, leur suivant, et ils verront que oui, il y a cette chose-là qui les ressemble, qui les ressemble. Voilà. C'était la conclusion. Et pour le reste, peace. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité? Donc vous pouvez nous retrouver partout sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à télécharger le nouveau QR code spécial Ma Parole. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, likez, commentez, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Peace et à bientôt.